Bonjour à tous, nous allons commencer puisque nous sommes à l'heure. Donc, bienvenue dans cette deuxième session du cycle Digitag TITAG. Donc, ça vient en remplacement de notre Digitagora, événement annuel que nous avons avec les doctorants et avec la communauté scientifique et qui, pour les raisons évidentes, n'a pas pu se tenir cette année. Donc, ce cycle, il a lieu tous les 15 jours, le mercredi de 17h17 à 18h18. Aujourd'hui, nous avons la chance d'avoir deux doctorants, Isée Comandré et Léo Pichon, qui vont vous présenter leurs travaux de recherche et vous pourrez ensuite leur poser des questions. Donc, pour une bonne organisation de l'animation, je demande à chacun, quand il ne s'exprime pas, de couper sa caméra et son micro pour éviter les interférences. Vous pourrez dès à présent, en cliquant sur la petite bulle, afficher la conversation. Vous pouvez déposer vos questions sur un chat. Marjorie Domergue, chef de projet Digitag, et moi-même qui coordonne la Graduate School, nous relayerons vos questions à la fin de la présentation de chaque doctorant. Voilà, les questions qui, si elles sont nombreuses et si elles n'ont pas pu être répondues, seront traitées par écrit à l'issue de la présentation. Donc, cette animation va être enregistrée en totalité pour être ensuite hébergée sur notre site. Nous vous donnerons bien sûr le lien pour aller la visionner. Pour les questions que vous allez poser, s'il vous plaît, privilégiez les questions ciblées et formulées de façon claire pour que nous puissions relayer vos questions et pas perdre de temps. Voilà, donc j'en ai fini avec cette introduction. Pareil, si vous avez des questions techniques, n'hésitez pas à les mettre sur le chat. Donc, nous allons laisser la parole à Léo pour la présentation qui démarre maintenant et qui va durer 15 minutes avant les échanges. Bonne animation. Merci Sigolène. Et puis merci à l'équipe de Digitag de m'avoir offert l'opportunité de partager mes travaux de thèse avec l'ensemble de la communauté Digitag. Donc aujourd'hui, je vais vous parler de collecte collaborative d'observation en agriculture à l'aide de smartphones. Et puis on va je vais montrer comment la question que je me pose, qui est: est-ce qu'on peut construire de la connaissance sur un territoire à partir de ces observations. Donc moi, la thématique sur laquelle je travaille, c'est la viticulture, en particulier le suivi de la contrainte hydrique. Donc la contrainte hydrique, c'est le niveau de stress de la plante vis-à-vis de l'accès à l'eau, et c'est un enjeu qui est majeur pour les vignobles méditerranéens, parce qu'il y a des contraintes hydriques relativement fortes en période estivale, et puis la contrainte hydrique va avoir un impact en fait à la fois sur la qualité et sur le rendement de la récolte. Et puis en contexte de changement climatique, c'est un enjeu qui est d'autant plus fort. Donc il existe un nombre important de méthodes il existe plusieurs méthodes qui permettent de suivre la contrainte hydrique. La méthode de référence, c'est la méthode de la chambre à pression, la chambre de Scholander, mais il en existe d'autres aussi avec les capteurs de flux de sève, la modélisation ou l'imagerie thermique. Et malheureusement, c'est des méthodes qui sont souvent coûteuses et parfois complexes à mettre en œuvre. Et donc a été développée il y a une quinzaine d'années maintenant une méthode qui est beaucoup plus simple à mettre en œuvre, qui s'appelle la méthode des APEX, qui a été développée par la Chambre d'agriculture de l'Hérault et puis l'Institut français de la vigne et du vin, qui est basée sur un principe assez simple, qui est de se dire, bon, on veut estimer la contrainte hydrique de la vigne. Pour ça, on va regarder, observer la croissance. Et une vigne qui est en croissance, c'est une vigne qui a pas de contrainte hydrique. Par contre, une vigne qui a pas de croissance, qui grandit pas, c'est une vigne qui, modulo quelques hypothèses, on peut en déduire qu'elle est en contrainte hydrique. Donc, pour mettre en œuvre cette méthode des APEX, c'est relativement simple. Le principe, c'est de mesurer 50 APEX, donc c'est l'extrémité des rameaux de la vigne, et de passer dans chacune de ces trois catégories en fonction de ce qui sont en arrêt de croissance, en croissance ralentie ou en pleine croissance, et ensuite de calculer un indice qui est relativement simple, qui s'appelle l'indice de croissance des APEX, ou IC-APEX, et qui varie entre 0 et 1. 1, ma parcelle est complètement en croissance. 0, tous les APEX sont en arrêt de croissance. Et puis à partir de cet indice de croissance, l'IFV a défini des règles d'interprétation qui permettent d'estimer la contrainte hydrique. Donc, je pense que je vais passer rapidement là-dessus, mais je voulais simplement que vous ayez en tête que c'est un outil qui est avant suivi à l'échelle parcellaire. Donc là, je vous ai représenté
l'évolution de l'indice de croissance d'APEC au cours de la saison sur 2 parcelles qui sont des parcelles réelles. Et en fait, cette méthode ZAPEX, les viticulteurs, les conseillers s'en servent pour étudier la dynamique de la croissance. Est-ce que l'arrêt de croissance survient précocement, tardivement? Est-ce qu'elle arrive rapidement ou est-ce qu'au contraire, ça arrive plus lentement? Et en caractérisant cette dynamique de croissance, finalement, c'est à partir de ça qu'ils s'en servent pour estimer les périodes de stress hydrique. Et puis ensuite, ils s'en servent comme un outil d'aide à la décision, à la fois tactique, c'est-à-dire à l'échelle de la saison en cours, est-ce que je vais détruire mon interrang? Est-ce que je vais rogner, cimer? Est-ce que je vais irriguer si j'ai accès à l'eau? Donc ça, c'est des décisions tactiques, mais également un outil d'aide à la décision stratégique, donc avec une vision à un peu plus long terme. Est-ce que, par exemple, je vais implanter un vignoble dans cette zone? Est-ce que je choisis des cépages, des porte-greffes résistants à la sécheresse? Est-ce que je me préoccupe de questions d'ombrage? Voilà, ce genre de questions. Donc, c'est un outil de suivi à l'échelle parcellaire. Mais cette méthode, elle était finalement assez peu utilisée sur le terrain pour des raisons un peu logistiques toutes bêtes, qui est que de calculer l'indice de croissance des apex sur le terrain, c'est pas si facile que ça. Il faut rentrer à la maison, il faut rentrer au bureau, le renseigner dans un classeur Excel. Et donc finalement, c'était relativement peu utilisé. Donc c'est pour ça qu'on a développé une application qui s'appelle l'application ApexVigne, qui permet en fait tout simplement de mettre en œuvre cette méthode des apex, d'observer les apex, de calculer l'indice de croissance des apex et d'avoir une estimation de la contrainte hydrique. Donc ça, c'est une application qui est gratuite, qui est disponible sur le store d'Android et qui permet de géolocaliser les observations. Et également, là où ça devient intéressant, et là j'en arrive au cœur du sujet, c'est qu'elle permet en fait également de partager ces observations. Donc si on observe en fait l'ensemble des observations qui ont été réalisées là sur l'année dernière, ce qui était l'année de lancement de l'application, on se rend compte qu'il y a plus de 6000 observations qui ont été faites sur l'ensemble du vignoble français. Et puis là, cette année, on est déjà qu'on est en début de saison. Et puis si on se centre sur des territoires comme voilà, l'Hérault et l'autre que vous avez sur la droite de la diapo, on se rend compte que finalement, il y a un nombre important d'observations qui couvrent assez bien le territoire. J'en profite d'ailleurs pour faire une toute petite parenthèse pour remercier Jean-Christophe de l'IFV, parce que s'il y a autant de points verts sur cette carte, c'est principalement parce que lui, il est sur le terrain et il parle de l'application. Voilà. Donc, finalement, on est en mesure de collecter, de partager ces observations, et là, ça devient une source d'information qui va être complémentaire d'autres sources d'informations. Je pense par exemple à de la télédétection ou de la modélisation. Et finalement, c'est là qu'arrive la question que je me pose, qui est est-ce qu'on peut construire de la connaissance à l'échelle d'un territoire à partir de ces observations. Donc, pour répondre à cette question, on pourrait en fait avoir plein d'angles de vue. Moi, j'en ai choisi un qui est en fait qui a été dirigé par la communauté à laquelle j'appartiens, qui est de m'intéresser en fait au jeu de données et de regarder ça par le prisme de la donnée. Et en fait, le jeu de données qu'on obtient, moi, je me centre simplement sur la partie méditerranéenne, sur l'arc méditerranéen, parce que c'est là que la méthode est la plus pertinente. On a des données qui ont des caractéristiques auxquelles on n'est pas habitué en agriculture, notamment des observations qui sont ce qu'on appelle asynchrones, c'est-à-dire que toutes les observations ne sont pas réalisées le même jour, pas forcément à la même date. Les observations vont être hétérotopes, c'est-à-dire qu'elles ne sont pas toutes réalisées et pas toujours réalisées au même site. Donc ça, c'est des caractéristiques auxquelles on n'a pas l'habitude d'être confronté. Et puis peut-être une des caractéristiques les plus fortes aussi, c'est que c'est des observations qui sont collectées par de nombreux opérateurs qui ont des niveaux d'expertise qui vont être variés, qui vont travailler sur des modalités qui elles aussi vont être variées, des cépages différents, des enherbements différents, des espaces interrangs différents, etc., etc. Et donc tout ça, ça fait que finalement la qualité des observations qu'on a, elle est inconnue. Et on ne connaît pas la qualité de chacune des observations. Donc ça, on va dire que c'est les petits moins de notre jeu de données. Il y a quand même un certain nombre de plus, notamment le fait qu'on a beaucoup finalement d'observations. On a également quelque chose qui est intéressant, qui est les séries temporelles, c'est-à-dire qu'on a pour une même parcelle plusieurs observations au cours de la saison, et finalement, c'est ce qu'on a vu plus tôt, c'est plutôt le suivi de la dynamique qui est intéressant. Et puis surtout là où ça devient intéressant, c'est qu'on étudie un phénomène qui est la contrainte hydrique, qui est structuré
dans l'espace et dans le temps. Alors, structuré dans l'espace, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'une observation qu'on fait à un endroit donné, si on fait une autre observation proche dans l'espace, a priori, la valeur de l'indice de croissance d'Apex va être également relativement proche. Ça c'est parce que c'est structuré dans l'espace. Léo? Oui. Si tu peux juste t'assurer de parler un petit peu plus près du micro parce que certaines personnes ne te reçoivent pas toujours très bien. Merci. Ok. Est-ce que c'est mieux comme ça? Bon. Je considère que c'est mieux. Le micro est collé à ma bouche. Oui, là c'est mieux. Ok. Donc on a un phénomène qui est structuré dans l'espace et structuré dans le temps. Et donc finalement la question que moi je me pose, c'est comment est-ce qu'on va être en mesure de caractériser, de définir, enfin de caractériser la qualité de ces différentes observations. Finalement c'est ça la question que moi je me pose dans le cadre de mes travaux de thèse. Si j'essaie de transformer ça en quelque chose d'un peu plus opérationnel, mon objectif, l'équation que j'essaie de résoudre dans le cadre de mes travaux de recherche, ce serait d'essayer de dire de façon automatique, ça je pense que c'est important que cette caractérisation de la qualité elle puisse être faite de manière automatique, donc il faut que je construise des outils, des méthodes qui permettent de le faire de manière automatique, sans donner de référence. Ça aussi c'est une des caractéristiques particulières de mon cas d'étude, c'est que dans les jeux de données de crowdsourcing, quand on a une observation issue de l'application Apex par exemple, on n'a pas une donnée de référence ou la réalité à laquelle se comparer pour essayer d'estimer est-ce que c'est de bonne qualité ou pas. Voilà, donc moi je vais être en mesure de dire de façon automatique, sans donner de référence, par exemple, cette observation là que vous voyez en vert, c'est une observation qui est intéressante, qui est de bonne qualité. Par contre, cette observation là qui est en rouge, c'est une observation qui est de bonne qualité, qui est pas intéressante. Un des éléments que je veux aussi pouvoir prendre en compte, c'est l'imprécision, parce qu'en fait, la réalité, c'est jamais aussi simple que ça. Une observation n'est pas soit intéressante, soit inintéressante. Elle est parfois, même souvent, un peu entre les deux. Et donc ça, c'est ce qu'on appelle l'imprécision voilà, de notre source d'information. Et finalement, moi, je veux être en mesure de faire ça, de gérer cette imprécision. Et puis également, de gérer l'incertitude. C'est-à-dire que je veux dire, cette observation, elle est intéressante, mais voilà, j'en suis pas tout à fait sûr. Et ça, finalement, pour l'aide à la décision en agriculture, c'est quelque chose qui est très important parce que gérer l'imprécision, gérer l'incertitude, finalement, c'est piloter un risque. Et les agriculteurs, les techniciens, au quotidien, quand ils gèrent des parcelles viticoles, c'est leur quotidien de gérer un risque. Et donc, voilà un petit peu la raison pour laquelle c'est important pour moi d'être en mesure de développer des méthodes qui gèrent l'imprécision et l'incertitude. Et donc, voilà l'équation que j'essaie de résoudre dans le cadre de mes travaux de thèse. Tant qu'il m'est imparti est court, donc je ne vais pas rentrer dans les détails sur les méthodes que je mets en œuvre pour essayer de résoudre cette équation. Je voulais simplement partager deux éléments avec vous qui me semblent être intéressants à partager avec la communauté. Le premier d'entre eux, c'est le fait que j'utilise un formalisme mathématique qui s'appelle la théorie des possibilités, alors que j'ai découvert dans le cadre de mes travaux de thèse et qui me semble être intéressant à partager avec la communauté, parce que voilà, je ne les connaissais pas ou pas bien en tout cas. Et pourtant, je pense que pour l'aide à la décision en agriculture, c'est vraiment des approches qui sont très intéressantes parce que ça permet de définir deux notions. Alors, je vais passer très vite là-dessus, mais si vous voulez qu'on en discute un peu plus en détail dans les questions, il n'y a pas de souci, n'hésitez pas. Ça permet de définir deux notions. La première notion, c'est la possibilité d'un événement. Donc moi, mon événement, ce serait, est-ce que mon observation, elle est de bonne qualité ou elle n'est pas de bonne qualité? Est-ce qu'elle est de bonne qualité? Ça, ce serait mon événement A. Donc la possibilité, c'est avec quel degré cet événement est possible. Est-ce que cet événement est possible, oui ou non, entre 0 et 1, ça c'est sa possibilité, pi de A. Et puis ça définit une deuxième notion, et ça me paraît important aussi pour gérer l'incertitude, c'est la notion de nécessité, c'est-à-dire que cet événement, ok, on dit qu'il est possible, il a une possibilité de 1. Par contre, avec quelle certitude, quel est le niveau de certitude que l'on a que cet événement va se produire? Est-ce qu'on est cette observation est de bonne qualité ou pas? Voilà. Donc je ne rentre pas dans les détails là-dessus, mais voilà, ces notions de possibilité, de nécessité, ça me semble être des notions super intéressantes pour l'aide à la décision en viticulture. Et ça me semble être une approche mathématique qui peut apporter des outils pour les viticulteurs, pour les techniciens, et c'est des outils que j'utilise dans le cadre de ma thèse. Et puis le deuxième aspect que je voulais illustrer, c'est l'utilisation que je fais les caractéristiques
phénomène que j'étudie, qui est la contrainte hydrique, j'utilise ces structures spatiales et ces structures temporelles pour essayer d'estimer sa qualité. Et ça, je pense aussi que c'est intéressant à partager avec vous. Donc, je vous l'ai dit, hein, ce que ça veut dire structure spatiale ou temporelle. Donc, on fait l'hypothèse que notre phénomène est structuré. Et ce que je vais essayer d'identifier, c'est des observations qui sont différentes de leurs voisins. Parce que des observations qui ne se comportent pas de la même manière que leurs voisins, alors qu'on est avec des phénomènes structurés dans l'espace et dans le temps, c'est des observations qui sont suspectes, qui a priori sont de qualité médiocre. Donc pour ça, j'ai une approche en 3 temps que je vais détailler, mais très rapidement. La première chose que je fais, c'est que si je veux essayer d'estimer la qualité de mon observation qui serait au site SI, par exemple ici, j'observe les observations qui sont dans son voisinage, donc là à une distance D de mon observation. Et puis je vais calculer en fait un genre d'indice de similarité, c'est-à-dire est-ce que mon observation, l'indice de croissance que j'obtiens sur cette observation, est-ce qu'il est proche, est-ce qu'il est similaire des voisins? Alors là, j'ai mis une petite équation mathématique pour que ça ait l'air compliqué, mais en fait, c'est tout simple. Je fais juste la comparaison entre l'observation et puis les valeurs d'indice de croissance des voisins. Et donc ça, finalement, ça me donne un indice de similarité avec les voisins. Et comme je vous ai dit tout à l'heure qu'on était sur des phénomènes qui sont asynchrones, c'est aussi intéressant quand on a une observation de la comparer avec ses voisins de la semaine dernière et puis aussi avec ses voisins de la semaine prochaine. Et donc ça, finalement, ça me donne d'autres indices de similarité qui me permettent finalement de caractériser chaque observation. Elle est caractérisée par des indices de similarité. Est-ce qu'elle se comporte comme ses voisins ou pas? Et ce que moi, j'essaie d'observer ensuite, c'est quand je représente là en 3 dimensions, par exemple, mes différentes observations, j'essaie d'observer des observations d'identifier des observations qui ne se comportent pas de la même manière que les autres, parce qu'elles ont des... on voit le gros nuage vert, donc c'est l'ensemble des observations qui se comportent à peu près de la même manière. Ça, je considère que c'est des observations de plutôt bonne qualité. Et puis les observations qui sont rouges ici sur la présentation, c'est des observations qui ont des comportements vis-à-vis de leurs voisins qui sont très différents des autres. Et donc ça, je considère que c'est des observations qui, a priori, vont être de qualité plutôt médiocre. Voilà, donc je passe très, très rapidement là-dessus, mais ça me paraissait intéressant de partager ça avec la communauté Digitag. Peut-être juste en conclusion, un genre de take-home message, si vous voulez retenir ce que j'ai essayé de faire passer comme message aujourd'hui. Je pense que le smartphone se développe très largement en agriculture. Aujourd'hui, il est dans la poche de quasi tout le monde et ça émerge de nouveaux usages, de nouveaux usages collaboratifs. C'est juste émergent. Apex Vigne en est un exemple. Il n'y a pas tant d'exemples que ça, mais il commence à y en avoir quelques-uns. Et ça pose un certain nombre de questions de recherche, notamment des questions de recherche sur la qualité des observations que moi j'ai choisi de traiter, que je vous ai présenté. Mais ça ouvre aussi d'autres questions de recherche dans d'autres domaines. J'y reviendrai sur mon dernier point. Je vous ai aussi présenté le développement des méthodes de caractérisation de cette qualité, avec à la fois la théorie des possibilités qui me semble être quelque chose d'intéressant à partager avec la communauté, et puis l'utilisation que je fais de la structure spatiale et temporelle de mon phénomène, qui ça aussi est quelque chose qui est assez fréquent en agriculture, un phénomène structuré dans le temps et dans l'espace. Donc, il me paraissait aussi intéressant de partager avec vous. Et puis, je voudrais terminer en disant que l'exemple que je vous ai présenté, il est très centré sur moi, les questions que je me pose sur un exemple comme Apex Vigne. Mais je pense que l'intérêt de partager ça dans les petits tags, c'est de, justement, s'il y a des chercheurs, des doctorants en sociologie qui s'intéressent à l'adoption d'une innovation, par exemple, je pense que ça peut être un bon exemple. En écophysiologie, je pense qu'il y a des choses à faire aussi sur l'amélioration de la méthode des APEX. Je pense que notamment sur la croissance des rameaux secondaires, par exemple. Je pense qu'il y a des choses à faire. S'il y a des doctorants en télédétection, et je sais qu'il y en a une dans la salle avec laquelle on est en train d'essayer de mener des travaux, je pense que les observations d'APEX, elles sont très complémentaires des observations de type de télédétection. Donc voilà, je voudrais juste terminer là-dessus. Si les approches ou le jeu de données ou la démarche globale vous intéresse, moi je serais ravi de pouvoir échanger avec vous et puis de pouvoir imaginer des collaborations. Voilà. Merci beaucoup Léo pour ton intervention. Le timing est parfait.
je te propose, c'est que tu t'affiches à l'écran pour que les gens te voient quand tu vas répondre à leurs questions. Ok. Super, merci Léo. Voilà, c'est agréable de te voir. Donc, il y a des questions qui se rejoignent, donc je vais essayer d'être un bon relais. Il y a pas mal de nos invités qui posent des questions sur la qualité en fait des sources de tes observations, notamment est-ce que souvent tu as si j'ai bien compris, des sources qui sont anonymisées. Donc, est-ce que tu connais ces sources et est-ce que tu pourrais est-ce que ça pourrait te permettre d'établir s'il y a des contributeurs qui sont de bonne ou moins bonne qualité? Voilà, une autre intervenante qui nous dit est-ce que les données sont accessibles et selon quelles conditions? Et un autre invité qui dit pourquoi ne pas évaluer la qualité des observations selon l'expertise des observateurs. Donc en fait, toutes ces questions rejoignent la problématique de la qualité des données sources. Ok. Alors peut-être pour répondre à la première question et puis peut-être qui rejoint aussi peut-être la troisième question sur les gens qui contribuent, les gens qui réalisent les observations, est-ce que ça a un impact sur la qualité? C'est quelque chose que je n'ai pas présenté dans ma présentation, mais c'est un des aspects, et je pense une des originalités des travaux que je mène, c'est que justement on essaye de caractériser la confiance que l'on peut avoir dans l'opérateur. C'est-à-dire qu'un opérateur qui aura réalisé des observations, un nombre important d'observations, ou des observations régulières, ou des observations de bonne qualité, a priori, c'est un observateur dans lequel on aura confiance. Et donc, la confiance que l'on aura dans une observation, elle dépendra de ses caractéristiques, ce que je vous ai présenté un peu avant, mais elle dépendra aussi de qui a réalisé cette observation. Et finalement, la confiance finale qu'on aura, l'idée, c'est que ça soit un peu la synthèse entre ces deux approches. Ce qui est issu de la donnée de l'observation elle-même et puis ce qui est issu de l'opérateur qui a collecté cette observation. Donc, pour répondre à cette question 1 et 3, oui, c'est intéressant. Ça se fait dans d'autres domaines dans le crowdsourcing et oui, on essaie de mettre en œuvre cette approche-là dans le cadre de mes travaux de thèse, même si je l'ai pas présenté. Et après, sur est-ce que les données sont accessibles? Alors, en fait, les gens qui téléchargent l'application Apex, ils acceptent de partager leurs données dans le cadre de travaux de recherche. Donc, les observations, elles peuvent être utilisées, c'est ce que je fais moi, j'utilise les observations qui sont réalisées dans le cadre de travaux de recherche. Donc, si la question était est-ce que les données sont accessibles pour mener des travaux de recherche, contactez-moi, on peut tout à fait envisager, il y a pas de souci, avec plaisir dans le cadre de travaux de recherche. Et après, il y a, je pense, un peu un deuxième tiroir dans cette question qui serait, finalement, ça intéresse aussi un opérateur de voir les observations de ses voisins pour voir voilà, comment ces parcelles se situent par rapport à ses voisins. Et donc là-dessus, on est en train de mener une réflexion sur comment est-ce qu'on pourrait avoir une plateforme web qui permettrait à chaque opérateur de pouvoir consulter les observations des autres personnes. Mais là se posent des questions de RGPD, de protection de données privées. Donc, ce qu'on risque très certainement de faire, c'est de dégrader la qualité des observations, en tout cas de proposer accessible à tout le monde seulement une information synthétique, en fait, et pas les observations à la parcelle, pour pas connaître l'observation à la parcelle du voisin. Voilà, j'espère que j'ai abordé les différents aspects qui étaient contenus dans les questions. Il y avait aussi, Léo, une question d'Hélène Rénal. Comment définissez-vous les voisins d'un point de distance maximum? Alors, c'est une très bonne question. En fait, là, dans l'exemple que j'ai présenté, il y avait un petit dé, une petite distance. Donc là, dans les tests que j'ai fait, moi, j'avais paramétré, par exemple, à 10 km. Je considérais que c'était le voisin. Par contre, le problème que ça pose, en fait, c'est que la méthode, elle devient paramétrique. C'est-à-dire qu'en fonction du paramètre que je vais rentrer dans la méthode, je ne vais pas considérer les observations que je vais considérer comme des voisins
vont pas l'être si je modifie la valeur du paramètre. Donc, on est en train de réfléchir actuellement à faire une méthode qui prend en compte en fait l'ensemble, tous les points sont des voisins. Par contre, le poids que ce voisin a sur l'observation dépend de la distance au voisin. Voilà, c'est des méthodes qu'on utilise beaucoup en géostatistique s'il y a des gens qui sont habitués à ça. Mais l'idée, c'est justement qu'on s'affranchisse de ce paramètre petit d là que j'ai présenté et qu'on essaie d'avoir une méthode qui soit plus générique et voilà, pour ceux qui connaissent, par exemple, on envisage une méthode de distance inverse. Voilà. Ok, ben merci beaucoup. On va peut-être prendre une dernière question avant de donner la parole à Isée et te remercier. C'est Leïla Temri qui demande quelles peuvent être les sources ou les raisons d'erreurs involontaires ou pas dans le recueil des observations. Bonjour Leïla. Alors, bonne question. Je pense qu'il y en a plusieurs. La principale et les observations qui sont les plus faciles à éliminer, c'est quand on fait une démo ou quand on fait un test, avec donc c'est des observations qui sont collectées alors qu'elles ne sont par exemple pas sur un vignoble. Donc ça, c'est le premier type d'erreur qu'on peut avoir. Le deuxième type d'erreur qu'on peut avoir est dû aux caractéristiques du smartphone avec des erreurs de géolocalisation, mais ça finalement, c'est des erreurs qu'on arrive assez bien dont on connaît en fait, enfin qu'on connaît assez bien et donc on peut prendre en compte cette incertitude, l'incertitude à ce niveau-là. Et puis il y a également des erreurs qui peuvent être dues en fait au protocole de mesure en fait de la méthode des apex, c'est-à-dire que je vais observer un apex et puis je considère qu'il est en croissance alors qu'en fait il est en pleine croissance alors qu'il est en croissance arrêtée. Voilà, là potentiellement il peut y avoir un effet opérateur dans le choix de l'APEX et dans la classification de cet APEX dans l'une des trois catégories. Mais là, encore une fois, c'est des choses qu'on a assez bien caractérisées. En fait, c'est les qualités métrologiques de notre méthode et c'est des choses qu'on a assez bien caractérisées. Eh bien, écoute, merci beaucoup. Je propose, est-ce que quelqu'un a une autre question et veut soit la poser en direct, soit la déposer sur le chat avant qu'on remercie Léo et qu'on fasse intervenir Isée? Il vous reste 3-4 minutes si vous avez une question qui vous brûle les lèvres. Bon, écoute Léo, je pense que tu as été très clair. Il n'y a pas de questions additionnelles. Donc, bravo pour cette prise de parole dans notre cycle TITAG. Et je vais donc te remercier et laisser la parole à Isée. Donc, ton exposé, bien sûr, sera retransmis sur le site internet Digitag d'ici la fin de la semaine. Okay. Merci Ségolène. Au revoir. Isée, tu peux nous partager, s'il te plaît, ton écran? Oui. Est-ce que vous m'entendez bien en attendant on t'entend. Ok, donc je vais rester comme ça. Donc là, c'est bon, vous avez tous ma diapo, ou en tout cas... Parfait. Merci Isée. D'accord, donc bonjour à tous et merci pour l'organisation de ces TITAG. Donc je suis Isée Comandré et moi je mène une thèse en sciences de gestion, une discipline des sciences humaines et sociales, et je travaille sur la blockchain pour la transparence alimentaire et plus particulièrement ses conséquences pour les producteurs agricoles en France. Et donc je mène cette thèse sous l'encadrement de Sophie Mignon et Catherine Lacombe à l'Université de Montpellier et je suis en deuxième année. Je ne sais pas si j'avais déjà précisé. Donc, en ce qui concerne le sommaire de ma présentation, donc je reviendrai brièvement sur le contexte de ma recherche qui est plus en détail sur le site de Digitag pour ceux que ça peut intéresser. Je reviendrai sur quelques points de la littérature et ensuite je vous évoquerai plus en profondeur l'écosystème des fournisseurs de la blockchain pour la transparence alimentaire ainsi que les introducteurs de la blockchain pour les filières et je vous présenterai mes premiers résultats et mes premières conclusions. Donc, en ce qui concerne les objectifs de ma recherche, il s'adosse à un contexte, celui de la survenue de plusieurs scandales alimentaires à l'échelle planétaire et aussi nationalement. Parmi les conséquences de ces scandales, donc ce sont les conséquences économiques pour les filières et les producteurs agricoles, parce qu'il faut voir que quand il y a un produit qui est contaminé, ce sont l'ensemble des ventes de ce produit parfois qui peuvent être suspendues, même lorsque les autres produits sont potentiellement sains à la consommation.
Donc voilà, pour l'impact pour les producteurs agricoles. Et en termes de cause de ces scandales, aux États-Unis particulièrement, c'est le manque de traçabilité qui a été mis en cause sur la survenue de ces scandales. Donc en France, la question se pose un peu de manière différente. Mais sur le territoire américain, Walmart a commencé à initier un processus de blockchainisation de plusieurs produits. Et on va dire que ce contexte-là est apparu en France à travers la question de la transparence alimentaire et donc l'utilisation de la blockchain pour résoudre ces problèmes de transparence. Donc nous, en tant que consommateurs, si vous voulez, la blockchain, on y a accès via les QR codes qui sont apposés sur les produits qui font l'objet d'une blockchain. Et donc moi, ma question, ce sont les conséquences de cette utilisation de la blockchain par les acteurs des filières pour les producteurs agricoles. Donc je reviens sur quelques points de la littérature. Donc j'ai observé un manquement dans la littérature à étudier l'usage de la blockchain pour la transparence, alors que la transparence fait partie des qualités, on va dire, qu'on attribue à la blockchain. D'un point de vue de la définition de la blockchain, elle est une sorte de base de données distribuée, d'enregistrement sous forme de blocs cryptés ou un grand livre immuable qui recense toutes les transactions ou événements numériques qui ont été exécutés et partagés entre les parties participantes. Des fois, si cette définition ne vous parle pas, c'est pas très important. Ce n'est pas très important pour, on va dire, pour la compréhension de mon exposé. La notion de transparence est, elle, ambivalente, au sens où elle peut avoir pour conséquence aussi bien de montrer que cacher. Elle émane d'une fabrication sociale, née de jeux d'acteurs et de leur légitimité respective. La transparence peut être diffusion d'informations ou bien mise en visibilité des processus. De manière générale, les changements induits par les technologies ont des effets positifs sur les organisations et dans certains cas sur les individus et la société. Mais ils peuvent également être associés à des résultats indésirables. Dans le cas spécifique de l'énergie éolienne, il a été identifié que la blockchain pouvait jouer un rôle essentiel dans l'évolution de ce marché. En ce qui concerne le manque de transparence et d'explicitation des activités de tout type d'acteurs et dans tout type de secteur, cette situation peut également favoriser la création de marchés. En réduisant les asymétries d'information, en renforçant la responsabilité, on estime que la transparence permet de responsabiliser à la fois les plus faibles, mais aussi les plus puissants. La transparence peut également apparaître comme une tactique de neutralisation du débat public. De l'importance croissante accordée à la transparence des chaînes de valeur, celle-ci devient un objet de lutte de pouvoir dont les résultats sont incertains. Souvent, les acteurs les plus importants et les plus puissants de la chaîne alimentaire jouent un rôle prépondérant dans la négociation et la conception des infrastructures de transparence. Ces acteurs s'imposent structurellement par rapport aux acteurs plus périphériques ou dispersés. La transparence peut donc aller à l'encontre de sa promesse d'émancipation et perdre de son innocence. Transparence et technologie numérique peuvent toutes deux engendrer une surveillance et un contrôle accru. J'ai observé et rencontré plusieurs acteurs qui fournissent des solutions blockchain pour la transparence alimentaire. À ce stade, j'ai identifié 5 fournisseurs de la technologie qui peuvent correspondre plus ou moins à 5 manières de fournir la blockchain. Donc tout d'abord, un très connu, le consortium IBM Food Trust, rejoint par Walmart à son tout début. Ce consortium vise à réunir un ensemble d'entreprises de l'agroalimentaire pour contribuer conjointement à des solutions de transparence à l'aide de la blockchain. Lorsqu'une marque rejoint Food Trust, elle intègre un réseau d'acteurs qui discutent ensemble de leur contribution à ce réseau pour la transparence et la traçabilité des produits dont ils ont la responsabilité. Il existe également SAP, avec un de ses intégrateurs et partenaires STMS, qui offre des services numériques aux entreprises comme les logiciels de gestion intégrés. Il existe encore la startup Connecting Food, qui propose un système de traçabilité utilisant la blockchain, permettant de tracer l'origine des produits et les auditer en temps réel. Cette startup permet aux producteurs, industriels et distributeurs de suivre leur production lot par lot. L'entreprise vérifie que chaque critère du cahier des charges est respecté en donnant accès à ces informations aux consommateurs. Il existe encore la startup Tilcal qui propose une solution similaire à celle de Connecting Food, ou inversement, Connecting Food propose une solution similaire à celle de Tilcal. L'entreprise se définit comme une plateforme de traçabilité de bout en bout et en temps réel des chaînes d'approvisionnement. Elle permet partage et analyse des données de traçabilité, un meilleur contrôle des obligations de conformité et transparence envers les consommateurs. Enfin, il existe un cas un peu à part, celui de Carrefour, qui s'auto-fournit en technologie blockchain pour ses produits de marque de distributeurs, les produits dits de MDD, donc dans le cas de Carrefour, les filières qualité Carrefour. Food Trust, SAP, Connecting Food et Carrefour utilisent tous les 4 la blockchain en open source Hyperledger, développée initialement par IBM et désormais hébergée par la fondation Linux. De son côté,
Tilcal a développé son propre support technologique adapté de la blockchain. La startup Connecting Food a elle signé un partenariat avec le CEA Tech, un organisme de l'État, qui a pour mission de produire et diffuser des technologies pour en faire bénéficier l'industrie et assurer le lien entre monde scientifique et monde économique. Pour nous donner un ordre d'idée des clients de chacun des fournisseurs, Nestlé et Carrefour ont rejoint Food Trust. Carrefour a rejoint ce consortium pour les produits autres que ses produits de MDD. L'entreprise de production et d'achat de maïs a éclaté, c'est-à-dire le maïs pour le popcorn Nataïs s'est adressé à STMS, dont elle était déjà une entreprise cliente pour la gestion de son entreprise. La startup Connecting Food compte, elle, parmi ses clients, la marque de producteurs Jussé Vendéen, la marque de jambon Herta, la coopérative Terre du Sud, l'entreprise agricole Ferme Larère et le distributeur italien Coop Italia. Casino et Danone ont recours à Tilcal. Casino utilise la solution de cette startup pour ses produits de MDD. Donc on note une différence de stratégie entre Carrefour, qui utilise sa propre blockchain adaptée Hyperledger qu'elle a intégré dans son fonctionnement pour les filières qualité, et Casino et Louis Casino qui recourt à celle proposée par Tilcal. Les résultats de ma recherche seront analysés selon 4 configurations possibles d'introduction de la technologie. Cette introduction peut avoir lieu à l'initiative des distributeurs, des entreprises alimentaires, des coopératives agricoles ou encore des producteurs eux-mêmes, selon certaines circonstances. Ce cas-là est plus nuancé que les 3 autres. Donc, dans le cas des producteurs, j'ai pu aborder le cas de la marque Jussé Vendéen, une marque créée suite aux manifestations des éleveurs laitiers et de la crise du lait survenue en 2015. Donc ici, rien à voir avec les scandales alimentaires, on parle bien des problèmes de rémunération des éleveurs laitiers. L'utilisation de la blockchain s'accompagne ici de la création d'une filière. Cette initiative émane de la Fédération départementale vendéenne de la FNSEA, comme vous devez le savoir, le syndicat agricole majoritaire. L'objectif est de développer des débouchés dans les grandes surfaces, plutôt à l'échelle locale, et que d'autres fédérations départementales de la FNSEA suivent cet exemple pour créer leurs propres initiatives. J'ai pu aborder également le cas de l'entreprise agricole Les Fermes Larère, qui a recours à la blockchain pour sa production de légumes, de façon à développer les produits vendus sous sa marque propre, mais s'assurer aussi des débouchés vers les filières de marques de distributeurs, c'est-à-dire les produits de MDD. Donc dans le cas des Fermes Larère, les filières responsables au champ. Le troisième et dernier cas dans cette catégorie est celui du producteur et acheteur de maïs Nataïs. Cette entreprise vend à des entreprises de l'industrie alimentaire nationalement et à l'export son maïs à éclater, et celui qu'elle achète à d'autres producteurs. Lorsque Nataïs a décidé de développer sa propre marque, elle a recouru à la blockchain pour montrer l'origine de son produit aux consommateurs du monde entier et ainsi trouver et conserver ses débouchés à l'export. Du côté des coopératives, j'ai pu observer 2 cas de recours à la blockchain, celle de Terre du Sud et des fermiers de Loué. Ces 2 coopératives ont recours à la blockchain pour développer leur propre marque et s'assurer des débouchés auprès des filières de MDD, comme les filières qualité Carrefour ou Terre et Saveur de Casino. Du côté des entreprises de l'agroalimentaire, Herta a recours à la blockchain pour du jambon et Danone pour du yaourt et du lait infantile. Donc bien sûr, ça nous rappelle le scandale Lactalis sur le lait infantile, et je crois qu'il y a en ce moment un problème avec des jambons. Carrefour effectue un rappel sur du jambon. Donc Herta garantit que les cochons n'ont pas reçu de traitement aux antibiotiques et ont été nourris sans OGM. À l'échelle de l'élevage, si un cochon a été traité aux antibiotiques, il est bagué et dirigé vers une filière moins exigeante. Via leur usage de la blockchain, la volonté de Herta et Danone ici est vraiment de regagner la confiance des consommateurs. Du côté des distributeurs, qui sont a priori les chefs de file de ce mouvement de blockchainisation pour la transparence, c'est ce qui ressort dans certains entretiens, comme celui mené auprès de Nataïs, qui a souhaité développer une solution blockchain pour vraiment s'inscrire dans cette tendance, dont les distributeurs sont les chefs de file. Donc les distributeurs choisissent de recours à la blockchain pour leurs produits de MDD ou de façon à mettre en évidence le caractère qualitatif de ces produits. Il arrive que certains distributeurs formulent le conseil auprès de certains de leurs fournisseurs de rejoindre le consortium Food Trust. C'est ce que Carrefour a fait auprès de la compagnie fruitière, une entreprise productrice et exportatrice de fruits et légumes, qui n'a pas rejoint à proprement parler IBM Food Trust, mais qui lui fournit tout de même certains éléments sur la traçabilité de ses produits. Concernés par l'utilisation de la blockchain mettent en avant ses qualités pour améliorer la traçabilité des produits alimentaires. Néanmoins, cette question de la traçabilité, comme vous l'aurez compris, n'est pas l'objet à proprement parler de ma recherche. Je ne regarde pas si effectivement la blockchain améliore bien la traçabilité des produits. Et pour plusieurs raisons, notamment le contexte que je vous ai exposé, mais aussi parce que le terrain d'enquête m'a permis de constater que cette technologie pouvait être utilisée pour agir sur les débouchés des produits et améliorer l'image de l'agriculture. Cette technologie est utilisée pour sécuriser des filières existantes ou rechercher de nouveaux débouchés, alors que les acteurs des filières qui l'utilisent reconnaissent eux-mêmes que les consommateurs à qui sont destinées les informations renseignées dans la blockchain
Ces consommateurs, finalement, scannent peu le QR code se référant aux informations de la blockchain. Des situations intermédiaires tentent à se présenter lorsque des acteurs l'ont d'abord utilisé pour trouver de nouveaux débouchés, mais que les acteurs de l'aval comme les distributeurs ont réutilisé cette initiative pour renforcer des débouchés existants. Le postulat est que la situation d'augmentation des débouchés est la plus favorable aux producteurs agricoles. L'usage de cette technologie par les acteurs de la filière s'effectue soit sans demander aux producteurs agricoles de s'équiper davantage en outils numériques, ou au contraire de recourir à plus d'investissements numériques, mais quelle que soit la situation d'équipement supplémentaire ou non, il semblerait que finalement l'objectif poursuivi est bien la collecte automatique des données agricoles pour les renseigner dans la blockchain. La blockchain tend donc à remplacer la confiance accordée aux producteurs par le contrôle, et du fait de ce rôle qu'elle peut avoir de contrôle, elle questionne aussi le futur rôle des organismes certificateurs. Donc pour conclure, dans le cas d'un marché autre que celui de l'alimentaire, le marché de l'énergie éolienne, la blockchain serait destinée à jouer un rôle essentiel. Ce cas d'étude sur la blockchain pour la transparence alimentaire tente à montrer que cette technologie peut servir à renforcer ou élargir des débouchés, ce qui pourrait confirmer le rôle essentiel de cette technologie pour le marché alimentaire. Les changements induits par les technologies ont parfois des effets positifs sur les organisations. Notre recherche le confirme par l'aspect création de nouvelles filières à l'aide de la blockchain. Mais les technologies peuvent aussi être associées à des résultats indésirables. Ici, en cherchant à améliorer l'image de l'agriculture, la transparence semble en partie être utilisée pour neutraliser le débat autour de la pollution engendrée par ce secteur. Et à la fois, cette technologie pourrait être impliquée dans une surveillance et un contrôle accru des producteurs par la demande de renseignements plus drastiques des tâches qu'ils effectuent sur leur production. Ma recherche me permettra de voir si les acteurs perçus comme les plus importants et les plus puissants de la chaîne alimentaire, comme peuvent l'être les distributeurs ou les entreprises de l'agroalimentaire, jouent un rôle prépondérant dans la négociation et la conception des infrastructures de transparence. Je vous remercie. Merci beaucoup, Isée. Est-ce que tu peux rebasculer, s'il te plaît, sur ta caméra? Oui. Alors, j'arrête le partage d'écran. Donc, il y a plusieurs personnes qui ont des questions. Je vais commencer avec une qui a été posée par Véronique Belon-Morel. Elle pose la question suivante. En quoi la blockchain fait évoluer le marché des éoliennes? Alors, j'ai plus la littérature en tête exacte, mais c'est une question, oui, justement sur la transparence, ce cas-là. Je pourrais lui donner la référence bibliographique ou le résumé de l'article, parce que j'ai plus le détail là sur la manière dont il fait évoluer ce marché. Voilà. Merci beaucoup. On a une question d'Hélène Rénal qui demande s'il y a des exemples d'utilisation de la blockchain pour les AOC ou les IGP. Oui, tout à fait. C'est le cas des fermiers de Loué, puisqu'en fait, ils ont une IGP. Donc là, ils ont choisi de recourir à la blockchain. Et il y a un autre cas, je vais me tromper, ce sont les volailles d'Auvergne. Je ne sais plus exactement l'IGP exact, mais voilà, c'est deux cas où oui, c'est utilisé pour mettre en avant la qualité des cahiers des charges IGP et ne pas AOC encore, je n'ai pas vu, mais IGP en tout cas oui. D'accord, merci. On a un autre invité, Ludovic Temple, qui demande est-ce que la blockchain est utilisée ou peut être utilisée pour tracer l'usage des pesticides sur les produits? Par exemple, s'il veut savoir, il va chez Carrefour, il veut savoir si l'ensemble des produits Carrefour ont reçu du glyphosate, est-ce qu'il a cette capacité pour avoir l'info? Non, je ne pense pas. Non, parce que en fait, là, à ce stade-là, justement, l'idée, c'est que pour moi, ces acteurs-là se saisissent de l'aspect transparence pour montrer ce qu'ils ont envie de montrer. Donc, ils ne vont pas montrer des choses négatives, finalement. Et même, par contre, sur cet aspect un peu environnemental, dans le cas de Nathalis, c'est justement, à l'aide de la blockchain, en fait, enfin, pas à l'aide de la blockchain, mais la blockchain leur sert à ça notamment. Ils ont développé un système de calcul pour pour voir la production de maïs, quelle quantité de carbone elle capte dans le sol. Donc en fait, ça va plutôt être des informations positives comme celle-ci,
qui peuvent être à la limite relayées dans la blockchain, mais pas les informations négatives. Donc, je ne sais pas si je réponds bien à la question, mais non, pour moi, c'est non. Merci. Alors, on a une question de Magali, invitée, qui demande si la surveillance dont vous parlez cible uniquement les agriculteurs ou aussi les autres intervenants de la filière, comme les distributeurs et les autres intervenants. Alors, les distributeurs, c'est vrai que j'ai pas l'impression que ça les surveille eux. C'est plutôt l'inverse, c'est quand même plus eux qui vont surveiller les acteurs, et après ils vont surveiller les acteurs plus de l'amont, donc producteurs, j'imagine aussi abattoirs, j'ai pas eu trop encore ce cas-là, mais oui, et coopératives aussi, parce qu'il y a des cas dans les filières de MDD, justement ça pose des questions, parce que comme ils sont censés tous se partager entre eux des données, ça peut être des informations pratiquement confidentielles en fait. Donc je sais que Carrefour les réceptionne, ces informations, il lui demande certaines informations, il les réceptionne. Et ensuite la difficulté c'est que normalement les fournisseurs entre eux peuvent avoir accès aux informations des autres. Donc Carrefour s'occupe de cloisonner en fait, pour pas que tout le monde puisse voir les informations des uns et des autres, des informations qui pourraient porter préjudice à la filière en fait. Donc en fait, ça donne un nouveau rôle quand même plus aux distributeurs qui finalement arrive à obtenir un certain pouvoir supplémentaire, puisque c'est lui qui devient le maître du jeu sur les informations fournies à l'un et à l'autre. Donc non, j'ai pas trop l'impression que ça les surveille, non. C'est plutôt l'inverse. Merci Isée. On a une question de Vincent Bonal qui dit que selon lui, la blockchain sert de tiers de confiance. Elle certifie les informations qui sont saisies. Et il demande s'il y a des organismes certificateurs classiques comme Veritas qui eux-mêmes utilisent la blockchain. Oui, Veritas propose une solution. En fait, là, je ne l'ai pas encore intégré vraiment dans mon terrain d'enquête parce qu'en fait, la personne avec qui ils font ça ne souhaite pas communiquer pour l'instant sur ces questions. Donc c'est un terrain assez bouché, donc je ne me suis pas forcément engouffrée dedans. Mais oui, les organismes, il y a 7 organismes certificateurs qui proposent un label blockchain avec l'aide de la blockchain. Maintenant, après, tiers de confiance, ça dépend qu'est-ce qu'on entend par tiers de confiance. C'est certain que je ne pense pas que les informations qui vont être renseignées vont être fausses. Maintenant, elles vont être très sélectionnées et voilà, on ne va pas diffuser n'importe quelles informations. Pas des informations qui peuvent nous porter préjudice en tout cas. Donc, voilà. Merci Isée. On a une autre question de Véronique Bellon-Morel qui demande s'il y a des exemples de blockchain dans lesquels les consommateurs font partie de la gouvernance. Et donc, il demanderait des informations spécifiques et que les consommateurs pourraient ainsi surveiller tout le monde puisque c'est eux qui achètent le produit. Eh ben, je pense pas que ça existe, non. Parce qu'en fait, alors je sais que sur les produits C'est qui le patron, je crois qu'ils ont des QR codes, certains, mais c'est pas des QR codes qui renvoient à une blockchain. Et non, j'ai pas trop eu vent de cas comme ça, et même j'en ai même été assez déçue en fait, parce que je pensais que j'allais arriver sur un cas de ce type-là. Et non, pas vraiment en fait. C'est vrai, par contre, il y a un cas, moi comme je m'intéresse quand même surtout aux producteurs, je sais qu'il y a une start-up qui propose un service où c'est la transparence côté producteur en fait. C'est lui qui va savoir, d'une fois que son produit a quitté son exploitation, qu'est-ce qui va arriver, notamment sur la production de viande en fait. Qu'est-ce qui va arriver à sa vache qui a quitté l'exploitation. Là, il y a quelque chose qui existe dans ce sens-là. Donc je ne sais pas encore si je vais l'intégrer ou pas à ma recherche. Mais sur l'aspect consommateur, c'est vrai que un peu moins. Peut-être il y a le cas, mais c'est différent, c'est un peu un marché en B2B. Il y a la startup OsiTrade qui fait quelque chose comme ça, où justement les acheteurs peuvent se connecter à une blockchain. Et en fait, ça reconfigure complètement, c'est ce qui est voulu, je ne sais pas si ça l'est en réalité, mais c'est censé reconfigurer un peu le marché du blé, puisque ça remet en contact les acteurs de manière différente. Mais après, en tant que nous, consommateurs qui allons au supermarché, je n'ai pas connaissance qu'il y ait une blockchain sur laquelle on peut contribuer.
D'accord, merci. Peut-être je vais donner la parole à Amélie de façon succincte pour savoir si tu as répondu à sa question, parce que j'ai peur de la poser peut-être de façon erronée. Amélie, vous pouvez ouvrir votre micro et poser votre question? Oui, bonjour à tous et merci pour la présentation, Isa. Je pense que oui, vous avez répondu à la question et je peux répondre au commentaire là qui est par rapport aux consommateurs. Il faut savoir qu'il y a plusieurs projets européens qui traitent la question aujourd'hui sur la possibilité de faire intervenir le consommateur dans une blockchain ou en tout cas d'avoir un retour consommateur dans la filière de production. Et donc l'Institut de l'élevage est notamment impliqué dans le projet qui s'appelle Cattle Chain 4.0, où l'objectif c'est faire de la traçabilité du bien-être animal tout au long de la chaîne de production en bovin lait et bovin viande, et d'aller jusqu'au consommateur. Donc pour ceux que ça intéresse, il y a un site internet qui existe sur le projet. D'accord, merci beaucoup. Est-ce que vous pouvez nous indiquer peut-être l'adresse du site dans le chat, oui, s'il vous plaît? Oui, je vais faire ça. Merci. Est-ce que une autre personne a une question et souhaite la partager avec les participants avant qu'on conclue cette animation? Ou si quelqu'un n'est pas satisfait d'une réponse que j'ai donnée et qu'il souhaite reformuler. Oui, on va donner la parole à Véronique. Elle a une question. Véronique, la parole est à toi. Merci. C'est pas parce que je suis pas satisfaite. C'est parce qu'il y a beaucoup de questions. Donc, en fait, la blockchain, c'est un système de notarisation, c'est-à-dire un système qui va estampiller une information qui suit une chaîne, et le produit il suit cette même chaîne. Et il y a deux flux. Il y a un flux d'informations, il y a un flux de produits. Et on a toujours un problème qui est celui de la connexion entre les deux flux. C'est-à-dire que si au départ de ma blockchain, je dis que je vends une huile d'olive vierge extra et qu'en fait elle est coupée à moitié avec autre chose, eh bien ça va se transmettre sur l'ensemble de la blockchain. Donc, est-ce que tu as repéré, enfin, est-ce que les gens sont conscients de ça? C'est vrai que ça a l'air très magique et très propre et très sûr, mais en fait, si au départ il y a une mauvaise information, ben cette mauvaise information, on va croire qu'elle est vraie. Il y a l'aspect de la véracité. Alors, comment dire? C'est-à-dire que là, au niveau des enquêtes, de l'enquête que je mène, forcément, si c'est le cas, ils vont pas me le dire. Et ensuite, s'ils mentent, ils vont pas le dire. Et ensuite, comment dire? A priori, j'ai l'impression que pour l'instant, ceux qui souhaitent se lancer dans ce processus-là, c'est qu'ils font correctement, en fait. C'est qu'ils souhaitent mettre en avant ce qu'ils savent faire correctement. Donc voilà, après il faudrait voir si jamais ça se généralisait, s'il y avait un acteur vraiment extérieur qui disait il faut que tout le monde ait une blockchain par exemple. Là, des cas comme ça, il y en aurait, mais il y en aurait plein. Maintenant, c'est pour ça aussi que j'ai un peu évacué cette question de est-ce que c'est efficace en termes de traçabilité. Déjà, je pense qu'on est trop au début de la blockchain pour pouvoir le mesurer. Et ensuite, et on est trop au début, et en même temps, j'ai participé à une conférence où plusieurs personnes ont présenté des choses sur la blockchain dans différents cas. Et il y avait un cas blockchain pour la supply chain, est-ce qu'elle l'améliore ou pas? Donc c'était quand même un résultat très très controversé. Et même certaines personnes font des recherches sur vraiment les qualités de cette technologie. Est-ce que finalement on les retrouve dans la pratique? Et en fait, pratiquement aucune des qualités pratiquement n'est retrouvée dans la pratique. Donc ça c'est sûr que oui, je te rejoins complètement sur ta remarque. C'est vrai que pour l'instant, je pense que ceux qui choisissent d'y recourir, c'est ceux qui font correctement. Donc voilà, la question ne se pose pas vraiment, mais il y a vraiment cet engagement volontaire à le faire. Merci Isée. D'ailleurs, on a une remarque de Magali, invitée, parce que tu n'as peut-être pas l'occasion de regarder le chat, qui dit ça fait plus enfumage que traçabilité. Est-ce que tu souhaites réagir par rapport à sa remarque? Alors oui, du coup, j'invite vraiment à lire le contexte que j'ai rédigé, qui est publié sur le site, où on comprend mieux, en fait, moi, ce que je pars du principe qu'on a construit la nécessité de blockchain. On l'a construite parce qu'on a eu plusieurs scandales,
et que voilà, et qu'en fait, là maintenant, il y a aussi quand même les personnes souhaitent se tourner vers les circuits courts, et on l'a entendu encore plus maintenant qu'il y a eu le coronavirus. Les personnes sont allées acheter directement vers les producteurs. Donc finalement, pour maintenir l'attrait qu'il y a à acheter en supermarché, il faut trouver des solutions. Et la blockchain en fait partie, complètement. Et après, sur la traçabilité, moi je réponds pas sur si oui ça améliore la traçabilité. Par contre, ce qui est sûr, c'est que tous les acteurs dans les entretiens que je fais parlent de transparence, qu'ils le font au nom de la transparence. Donc voilà, c'est plus cet aspect transparence qui ressort vraiment que finalement traçabilité. Et transparence, après, c'est ce que j'ai exposé, c'est que ça peut être très ambivalent comme notion. C'est qu'on ne va pas montrer tout ce qu'on a, enfin, on va montrer que ce qu'on a envie. D'où le fait aussi que j'essaie de voir les conséquences que ça a sur les producteurs agricoles. Il y a une remarque, oui, mon micro est ouvert, d'Amélie Fischer, qui est soutenue par Véronique. Amélie dit « Il y a aussi l'opportunité d'utiliser des nouvelles technologies et capteurs pour collecter automatiquement et objectivement les données afin d'alimenter la blockchain. » D'accord. Alors, est-ce que ces cas-là, pour les filières alimentaires, est-ce qu'il y a des cas concrets de cela connus? Est-ce que, je ne sais pas qui c'est qui a posé la question, je regarde le chat. C'est Amélie, on va lui donner la parole. Oui, à la limite, ça m'intéresserait, mais sinon, moi, je n'en ai pas entendu parler pour l'instant. C'est juste un commentaire et c'est ce qu'on est en train de tester dans le cadre du projet européen Cattle Chain. D'accord. Bah après, moi, c'est aussi ça que je mets. Oui, pardon, je ne sais pas qui c'est qui a pris la parole. C'est Véronique Bellon. Je complète en disant que en utilisant les cahiers de culture électroniques, on peut tout à fait avoir cette donnée des cahiers de culture électronique pour alimenter la blockchain, puisqu'on a tous les itinéraires techniques qui a été renseigné par l'agriculteur. Et Connecting Food, ce sont eux qui sont le plus proches avec leur audit digital. C'est eux qui font le plus d'efforts pour essayer de détecter des dysfonctionnements. Mais on n'est pas encore sur les capteurs. Et après, moi, sur l'aspect capteur, du coup, donc je ne connais pas des cas concrets, donc je n'ai pas rencontré de cas concrets de filières où ça se met en place de cette manière-là. Mais c'est un peu ce que j'essaie d'ouvrir dans ma présentation, c'est qu'en fait, je dis que de toute façon, que le producteur doit s'équiper davantage en outils numériques ou pas, donc qu'ils doivent s'équiper de capteurs pour pouvoir avoir des données objectives, entre guillemets, si tant est que ça existe, et qu'il n'ait pas à le faire. La difficulté, c'est que dans tous les cas, il va être contraint à fournir des informations. Et si ces informations elles sont fournies par des outils numériques, il perd lui le contrôle des informations qui sont à fournir sur son échelle à lui. D'accord, merci beaucoup Isée. Est-ce qu'une personne souhaite prendre le micro, poser une dernière question? Nous allons conclure sur le cycle Digitag avec cette deuxième session. Donc, je laisse 2 secondes pour une personne qui souhaiterait prendre le micro. D'accord. Bon, bah écoutez, merci beaucoup. Isée, je vais partager juste mon écran. Voilà. Est-ce que vous le voyez? Pas encore, oui. Voilà. Vous voyez mon écran? Oui, là, on voit. Bon, je vais revenir à l'écran de Visu pour remercier les différentes personnes qui étaient présentes. Nous étions cinquantaine de participants. Donc, c'est la première fois que nos doctorants jouent le jeu et réalisent l'exercice dans le cycle TITAG. Donc, ce cycle se poursuit dans 15 jours, le 8 juillet, avec 2 doctorants. Donc, nous vous annoncerons bien sûr une semaine avant qui va intervenir et sur quel sujet. Et nous espérons que vous allez rester fidèles à ce cycle dans lequel nous avons beaucoup de plaisir à l'organiser pour vous. Donc, bonne soirée à tous et à dans 15 jours. Merci. Merci Ségolène.